fond, le biohacking, on veut pirater notre biologie pour qu'elle soit plus performante. Puis dans le fond, le but, c'est de vouloir rester jeune longtemps. J'ai déjoué un gars, j'ai battu un autre gars, je l'ai mis top net sans regard. Là, j'étais comme, OK, là, ça décolle. Bienvenue au podcast Préparation physique. On air. Mr. Joes! Yes. Comment ça va, mon chum? Ça va bien, toi? Ouais. On s'était parlé hier qu'on allait, Ouais. on allait parler du Le biohacking. Du biohacking. Ouais. Puis là, lui, il y a une partie quand il en parlait. Il parlait des cold plunge, puis des hot exposure. Puis c'est comme une partie du biohacking que je trouve qui est super efficace. Fait que là, je dis, m'a l'amener parce que je vais dire que je prends mes ressources à quelque part pour montrer que j'invente Un pas peu ça. scientifique. Un peu ça. Puis ce que j'aime de Dr. Nicolas Antonio, je le dis tout le temps de la difficulté à le dire, c'est qu'il est science-based beaucoup. Il sort toujours qu'est-ce qui est sorti dans la littérature. Il est pas, il sort pas juste sur ses expériences à lui ou ce que lui fait. Puis même qu'il il sort des études dans le livre que si tu prends du sel avant effort, tu augmentes tes performances dans les entraînements ou les efforts d'endurance, mais aussi de fort maximal. de force maximale, de force, Mhm. etc. Fait que c'est quand même intéressant. Ben, pour que les gens comprennent, parce que bon, c'est pas tout le monde qui étudie la physiologie de l'exercice, Ouais. tu as besoin de sodium pour générer des contractions musculaires. Exactement. Puis c'est probablement à l'essence de la vie, c'est de l'eau puis du sodium. Là. Souvent, le sodium, c'est le minéral qui est le premier, si on veut. Tu sais, mettons, comme le magnésium va venir collaborer. Ouais, potassium, calcium. Exactement. Mais le sodium, c'est quand même... Mais c'est le sodium, c'est comme c'est souvent le premier qu'on perd le plus vite aussi. Surtout en quantité aussi. Hein. Ouais. On le perd souvent le plus vite quand on a chaud, à l'effort, en fasting. Quand on fait des jeûnes, le sodium, on en perd quand même assez rapidement. Donc, c'est important de le refaire, ces réserves-là. Ouais, puis ce qui est important, c'est surtout quand les gens qui nous écoutent, ça va être des gens qui vont avoir l'intention de faire des changements d'habitude de vie, de manger moins de transformé, d'aller moins au restaurant, de retourner dans la cuisine, puis de faire d'acheter des légumes, de la viande, puis de se faire des trucs à la maison. Il faut penser justement qu'il n'y a pas de sodium qui est ajouté dans cette nourriture-là. Mm-hmm. Donc, d'avoir, les gens ont tendance souvent à penser, parce qu'il y a eu un courant dans les dernières années où il faut éliminer le plus possible le sodium, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Tu vas prendre une barre, même une barre de chocolat ou une barre de protéines, pour les gens qui sont plus dans le bodybuilding ou la prise de masse musculaire, des trucs comme ça, puis qu'il faut qu'ils aillent augmenter leur quantité de protéines. Il va y avoir du sel d'ajouter dans ces aliments-là. Même quand tu manges quelque chose qui est sucré, il va y avoir du sel. Puis souvent, quand on retourne la barre, tu le vois, c'est juste une barre, c'est un snack dans la journée. Tu es déjà à 10 % de ta quantité de sodium dans tes apports journalières. Ouais. Fait que ce qui est important de comprendre, c'est que quand tu arrives après ça, puis tu changes ton alimentation, puis tu t'en vas vraiment à revenir basic, la classique à l'époque avec Charles Poliquin, on faisait des paléos. Mm-hmm. Écoute, tu n'ajoutais pas de sel dans ton alimentation, tu n'en avais presque pas. T'étais foutu. Ben oui, tu étais foutu. Donc, bien important de garder la salière pas loin, d'en ajouter dans ta nourriture. Puis c'est pas obligé de goûter le sel. Il y a des gens qui n'aiment pas ça nécessairement. C'est rare. Moi, j'aime bien ma nourriture salée, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ajoute-le pendant que tu fais ta cuisson. Ouais. Comme ça va réduire le goût du sel. Exactement. Le sel, généralement, qu'on va recommander, c'est un sel de mer ou un sel de rose qui est très populaire de aussi. l'Himalaya, le classique. Là. Le sel d'Himalaya, il faut faire attention. Là, récemment, il y a eu... en Chine, ils prennent du sel puis ils mettent du colorant rose dedans. Ils font toutes ces affaires-là en Chine. Mais dans son livre, Dr. Nicolas Antonio, il recommande le Redmond Salt, que lui, il est pris en Utah. OK, aux États-Unis. Puis il dit qu'il est encore plus clean parce que dans le fond, la façon qu'ils font l'extraction est plus naturelle. Des fois, même en Himalaya, ils vont utiliser des explosifs pour pouvoir retirer le sel. OK. Donc, c'est un sel rose aussi.
est un peu différent. Je te dirais que j'ai lu ça récemment. Je dis, OK, c'est intéressant, c'est quelque chose que je vais essayer. Puis j'ai été voir le très accessible, tu l'achètes sur Amazon. Ouais, puis le fleur de sel aussi, là, qui est très bon, là, qui est souvent pris sur les côtes, là, puis ils viennent ramasser ça. Là. Donc, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'utilisation d'explosifs. Non. J'imagine que le problématique, c'est que quand tu fais sauter, exemple, des mines de sel, avec des explosifs, c'est que là, tu peux ramasser des métaux lourds et des toxines là-dedans. Là. C'est ça qu'il disait. Okay. Ça reste quand même que qu'est-ce qu'on connaît à ce jour, le sel d'Himalaya, c'est un bon sel. C'est un sel qui est bien, son minéral, il s'absorbe bien. Puis il est iodé aussi. Exactement. Puis il faut pas. Le monde a comme peur de consommer du sel, comme tu disais, mais c'est super important. Tu en as besoin du sodium dans ton corps. C'est primordial. Comme tu disais, perso, j'adore le goût du sel. J'ai toujours à proximité, puis il ne faut pas avoir peur d'en mettre parce qu'on en perd au quotidien. Dans ta sudation, dans ton urine, dans ce qui sort de ton corps. Si tu es actif physiquement, ben c'est encore plus, c'est encore pire. C'était pas l'avenue qu'on s'en allait là aujourd'hui, mais je trouvais ça bon d'en parler parce que ce livre-là, je le trouve bon. C'est l'avenue, dans le fond, parce que, dans le fond, le biohacking, ça peut être autant de dire j'ajoute du sel dans mon alimentation au lieu de consommer des aliments transformés qui contiennent souvent du sel sans iode, puis du sel qui est du sodium, là, le NaCl, versus un sel de qualité comme un sel d'Himalaya ou fleur de sel ou ce que tu parlais tantôt, le sel de l'Utah. Ça ne sera pas la même conséquence d'un point de vue physiologique que si tu ferais juste prendre le sel qui est ajouté dans la nourriture commerciale, industrielle qu'on consomme. Là. Absolument. Dans le fond, on parle de plus en plus de l'importance de consommer des électrolytes pour les athlètes, pour les sportifs. C'est des sels minéraux. C'est ça. Mais dans le fond, si tu vas à la base, tu n'achètes même pas un électrolyte sur le marché là, que tu vas au Popeye ou peu importe. Tu prends ce que tu as dans ton garde-manger qui est du sel, puis c'est une forme d'électrolyte que tu vas bien absorber. C'est sûr que là, par la suite, tu veux performer un peu plus, tu vas vouloir un peu plus de potassium, magnésium, calcium, mais juste sel, puis c'est ça qui parlait justement dans son livre, c'est que juste sel va améliorer tes performances si tu en consommes. Donc, super pertinent. Puis oui, c'est vrai, je disais ça que c'est du biohacking, parce que dans le fond, le biohacking, je le dis souvent, c'est on veut pirater notre biologie pour qu'elle soit plus performante. Bon, le biohacking, c'est un gros mouvement présentement. Là. Puis, il y a Dave Asprey qui est le grand-père du biohacking. Qui a commencé il y a plusieurs années. Puis là, ça va être le 10e cette année conférence, l'Annual Conference de biohacking. Cette année, ça donne au Texas, à Dallas. Puis dans le fond, le but, c'est de vouloir rester jeune longtemps. Dans le fond, lui, c'est surtout ça son challenge. Là, son marketing, il dit qu'il veut vivre jusqu'à 180 ans. Puis il dit que ça va être possible avec ce qui s'en vient dans les prochaines années. Avec les technologies qui s'en viennent également. Exactement. Tu vas là à cette conférence-là, puis c'est quelque chose que je veux faire parce que je trippe. J'ai pas mal tout lu les livres de Dave Asprey aussi. C'est que là, tu as des outils, des accessoires, des saunas, des types de saunas qui améliorent encore là ta récupération, qui va améliorer plusieurs systèmes. Tu as des types d'exposition au froid. Tu as des systèmes pour faire une méditation que tu vas avoir une lumière intégrée. Fait que c'est une méditation avec des sons, avec de la lumière, avec des vibrations qui vont aller jouer sur ton air vague pour calmer ton système nerveux, pour aller stimuler plus ton système parasympathique. Fait que c'est tous des accessoires maintenant qui existent. Puis je pense que je l'ai dit l'autre jour aussi. Tu sais, la technologie, des fois, peut être super intéressante. Comme ça, c'est la technologie pour t'optimiser, t'améliorer. Des fois, pour contrer la technologie qui nuit un peu à notre système. On avait parlé de lumière. Dans la récupération. On avait parlé de lumière pour le sommeil. On avait parlé des fois de tout ce qui est Wi-Fi, champ électromagnétique. Bien, ce genre de conférence-là, qui se donnent, mais c'est des outils justement pour contrer à ça. Ouais. Les effets délétères des technologies qu'on construit, que l'homme utilise. Les lunettes Blue Blocker, nous autres, on a des biorésonateur qui coupent les champs électromagnétiques sur nos téléphones. On a un téléphone qui est presque tout le temps sur nous. Qui ont un effet sur le système nerveux de façon à réduire en fait le potentiel électrique entre le cerveau et le muscle. Donc, d'un point de vue du posturologue ou pour nous autres, les kinésiologues, qu'on travaille avec des athlètes, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique, évidemment, avec le contrôle moteur qui pourrait être influencé justement par les champs électromagnétiques. Donc, en ayant le petit résonateur qu'on a
en arrière du cellulaire. Ouais. Ça reconvertit, en fait, les ondes délétères en fréquences que le corps peut tolérer. Donc, on l'avait fait dans souvent les tests. Là. Ah ouais. Les gens à la maison, on pourra peut-être en faire éventuellement, mais tu mets le cellulaire dans tes poches, tu as une bascule du bassin d'1 pouce du côté gauche, tu enlèves le cellulaire, tu mets la passée avec le biorésonnateur dedans, Ouais. le bassin est droit. Même que moi, ce que je fais des fois, c'est que je prends mon téléphone Ouais. puis je le mets Ben en oui. arrière de. Ouais. de- Tu fais un avant-après tout de suite. Ouais. Là, tu sais. Je fais juste mettre le mien en arrière. Fait que il coupe mes ondes puis il coupe l'onde de l'autre téléphone. Ah, OK. Donc, quand tu fais ton testing, tu mets le cellulaire avec le biorésonnateur proche du cell qu'il n'y en a pas, en fait. C'est comme, mettons que tu n'en avais Ah pas. ouais, je comprends. Je fais le test. Ouais. Là, avec ton téléphone dans tes poches. C'est une bonne idée. Puis là, je prends mon téléphone, je le mets en arrière de ton téléphone. Ouais. Puis ça, instantanément, ça change tout. OK. Ce qui était. Là, moi, ça, j'adore. On n'est posturologue, puis j'adore le faire, ce genre de test-là. Juste sur une évaluation posturale rapide, là, très simple, très visuelle. Mais je l'ai fait aussi avec le test de préhension. OK. Puis ça aussi, c'est quand même impressionnant. Ouais, parce que la force a diminué Ouais. automatiquement. Mais tu sais, c'est là qu'on voit. Tu sais, des fois, ça. Tu le comprends pas trop. Quelqu'un te le dit, tu dis, ouais, OK. Mais là, quand tu le vois visuellement, Ben ouais. là, tu dis, OK, mais là, je veux plus mon téléphone sur moi. Fait que là, c'est ce que j'explique aux Un gens. test musculaire, c'est le best. Là, pour une. Ton téléphone serait supposé d'être sur toi seulement quand tu te déplaces de ton véhicule à Idéalement. un endroit. Ouais. C'est la seule façon que je dis. Tu sais, on a nos biorésonateurs, puis je le garde jamais sur moi. Exact. Il est toujours là. Oui, parce que imagine ce que ça fait d'un point de vue du système nerveux. C'est Mhm. sûr que ça a un impact aussi au niveau métabolique. Ben Tu sais, oui. Quand on regarde comment, exemple, une mitochondrie fonctionne, comment l'échange chimique au niveau des cellules se font, on parle même pas du système nerveux encore, on n'est même pas tombé dans le cerveau. C'est sûr que juste l'impact qu'une mauvaise circulation électrique peut faire sur une cellule comme une mitochondrie Mhm. va faire en sorte que tu vas avoir peut-être moins d'endurance, moins de potentiel de contraction musculaire. C'est sûr que ça va affecter quelque chose de ce ordre-là également. Sous-optimal C'est ça, instantanément. là. exact. Ah oui, absolument. Fait que encore là, c'est tous des petits trucs que nous autres, on applique au quotidien. Parce que, Ça fait 15 ans que j'ai ça. Là. Ah ouais. On a mon cellulaire. Puis, non, c'est ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, wow, OK, c'est impressionnant. Il commence à avoir de plus en plus de devices, là, des outils qui font ça maintenant. Des fois, il faut tester. Ils ne sont pas tous efficaces. Ouais. Mais au moins, là, je trouve ça intéressant parce que là, c'est plus accessible. Il y en a une même que tu peux mettre que c'est plus gros puis qui coupe un peu plus le Wi-Fi de ta maison. OK. Que tu pourrais avoir ça dans ta maison. Il y en a qui ça va être il y a des colliers qui se font maintenant. Même principe, c'est des pierres qui coupent les champs électromagnétiques. Encore là, moi, je dis toujours, je veux le tester. Là. Fait que là, en tant que posturologue, on a une façon super facile de le tester, c'est qu'on le teste sur le système postural. Ouais. C'est rapide, c'est C'est efficace. ça qui est le fun. Ouais. Mais généralement, il y en a, comme je dis, j'en ai testé quand même quelques-uns. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins, il y en a que c'est comme. C'est pas très visible, mais en majorité, ce que j'ai vu, c'est que les gens, ils bloquent les champs électromagnétiques. Leur corps, automatiquement, il est plus optimal. Si nous autres, on le teste sur le système postural. Si ta force, ton système postural est meilleur, ben tous tes systèmes sont mieux, sont plus efficaces. Tu l'as-tu testé avec ta bague? Moi, c'est parce que ma bague, ce que je faisais, c'est que je la mettais en mode avion. OK, pendant la nuit. Tu Ouais. peux faire ça, ta bague, OK. ta Oura Ring. Non, je la mets toute la journée en mode avion. Ouais, mais je veux dire, pour ton sommeil, exemple, que tu arrives dans ta chambre chez vous, puis t'enlèves des appareils électroménagers ou tu Ouais. déplugues le Wi-Fi ou même les lampes là, qui Ouais, sont ouais. connectées parce que c'est des circuits en continu, hein, Ah, l'électricité. Fait que, Ouais. dans le fond, moi, j'avais fait des formations pour justement construire une maison santé Ouais. où ce que même l'électricité qui passe dans les murs. OK. Je sais que c'est poussé, là, parce Ouais. qu'on est rendu là, toi Ouais. puis moi, là, tu sais, on cherche les détails des Ouais, ouais, détails. exact. Puis les circuits électriques, ils sont jamais fermés. Parce que dans le fond, même quand ta lampe à côté de ta table de chevet Ouais. n'est pas pluguée dans le... c'est-à-dire, elle est pluguée dans le mur, mais elle est éteinte. Ouais. Il y a quand même l'électricité qui circule dans la lampe. Mhm. C'est la switch qui est off. Fait que dans le fond, tu as une circulation de champs électromagnétiques qui est près de ta tête toute la nuit. Tu n'as même pas besoin d'avoir ton cellulaire près de toi. Ah non. Puis il y avait une naturopathe qui me suivait, elle m'avait passé justement
un testeur Ouais. pour savoir justement À les quel point EMF. t'étais- Ouais. Mais elle passait sur ton corps, hein, je pense. Oui, elle passait sur mon corps, mais là, elle m'avait dit fais un test à la maison, tu sais, parce que je serrais beaucoup des dents, je me levais la nuit, je me réveillais. Puis elle me dit va près des prises électriques de tes appareils électro. Mais je dis écoute, j'ai plus rien dans ma chambre à coucher. Là, tu sais, moi, j'ai jamais eu de télévision, je savais déjà à l'époque, là, tu sais, c'était pas bon. Fait que je m'approche de ma lampe, puis ça se met à taper dans le rouge. Ouais. Dans le rouge, là, autant que si j'étais dans ma télévision ouverte dans le salon, puis mon frigidaire, puis tous mes appareils. Fait Intéressant. il faut penser à ça également. Mhm. Les gens qui ont des sommeils qui sont altérés, qui ont de la misère à dormir, souvent, tu le sais comment que ça marche. Ah, Tu évalues l'alimentation, tu regardes, OK, ouais, mais là, il faut que tu changes tes habitudes alimentaires avant d'aller te coucher le soir. Mange plus tôt le soir, mange pas trop tard, Oui, comme on ou disait tantôt. Mange moins de glucides Ah, ou time-les différemment. Bois pas d'alcool. Bois pas d'alcool, bois pas un petit verre de vin avant d'aller te coucher. Ça t'aide à Si t'endormir. t'as à boire du vin, bois-le beaucoup plus tôt dans ta C'est soirée. ça, c'est ça, exactement. Puis Ouais. assure-toi d'être efficace à détoxifier parce que sinon, tu vas le faire pendant la nuit puis ça va te taper dessus. Ça va te... Fait que les gens vont dormir plus rapidement qu'un verre de vin ou un verre de cognac, mais par contre, vont se réveiller toute la nuit puis vont aller à la toilette. Mais tout ça pour dire que au final, je me suis rendu compte que même une lampe, Faisais ça. ben oui, fait que là, déconnecte les lampes. Même après ça, les prises électriques dans le mur projettent des champs électromagnétiques. Ouais. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Ouais. Puis c'est sûr que, comme on le voit avec la posturo, plus que tu as de désordre sensoriel, donc, exemple, comme on a parlé dans les podcasts précédents, tes yeux ne fonctionnent pas de façon optimale, tu ne contactes pas le sol avec tes pieds de façon optimale, ton système vestibulaire est affecté, tu as des douleurs, tu commences, là, ça commence à moins bien aller. Là. Ouais. Ben, tu vas être encore plus affecté par les champs électromagnétiques que quelqu'un qui a... Tu sais, c'est tout le temps ce que tu peux tolérer. Hein? Ah ouais. C'est la même chose de point de vue métabolique. Ouais. C'est quelqu'un qui a l'intestin complètement ravagé puis qui a des syndromes inflammatoires, puis qu'il y a des allergies, puis qu'il y a des réactions cutanées, puis bon, il n'y a pas d'énergie dans la journée. Ben écoute, tu y ajoutes un autre stress. Il va le vivre bien plus fort que toi et moi qui travaillent sur notre système, puis que là, un soir, puis on s'en va manger quelque chose qu'on ne mangera pas normalement, on boit un peu d'alcool, ça ne nous affectera pas autant que la personne qui est déjà maganée. C'est la même chose avec ces stress-là. Souvent, je ne sais pas si tu m'as flashé, mais je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais quand ça arrive, mettons, tu manges quelque chose que tu manges moins, bois un peu plus d'alcool, je ne sais pas si tu as réalisé. Moi, j'ai réalisé que je suis rendu vraiment efficace à me détoxifier. Ouais. Je dirais que le lendemain, quasiment la première chose que je fais au matin, c'est que ça sort de mon corps au complet. Puis c'est instantané, puis c'est comme quand même impressionnant, là, tout ce qui est sorti de mon corps. Il faut que je te compte de quoi. Il faut que je jump là-dessus, c'est trop malade. Ben écoute, samedi, on avait ton party annuel à ton gym. Ouais. Puis, ben écoute, je m'en allais pas pour ça, mais j'ai amené un 41 de tequila. Ouais. Mais j'avais ça chez nous, flambant neuf, puis on était une gang de boys. Ouais. Puis, bon, on l'a fini, la bouteille. Là. Je sais que j'étais pas tout seul dessus, mais on a quand même consommé un peu d'alcool. On était top shape, là. J'étais j'étais en état de conduire, tout était correct. Sauf que je sors d'une grippe quand même assez solide, là. J'ai été magané pendant une couple de semaines. Puis, c'était comme... J'étais pas encore 100%, là. Puis, on a bu, on s'est couché tard. J'ai eu peut-être 6 heures de sommeil, man. Je me suis levé à 7h45 ce matin-là, puis j'avais pas super bien dormi en plus. Mais j'étais quand même top shape quand je me suis levé. Puis j'avais une game de hockey, je remplaçais au hockey-ball à 8h45. Fait que là, tu sais, je mange pas, évidemment. On fait ça à jeun, nous autres, ces sports-là. Je pars de chez nous, je m'en vais à la game, j'arrive un peu en retard. Puis écoute, ça fait depuis cet été que j'ai pas joué au hockey-ball. Okay? Normalement, c'est mon sport, là, mais j'ai pas joué parce qu'on est bien occupé ce temps-ci avec nos différents projets. Puis au début de la game, man, je me sentais pas bien pantoute. J'avais pas d'endurance, j'étais pas là. Puis normalement, ma game, c'est de prendre des bonnes décisions, faire le bon jeu au bon moment, puis vendre ma passe alors que je tire ou le contraire. Écoute, tout ce que je faisais, ça fonctionnait pas. Puis plus la game avançait, plus je sentais que mon énergie revenait, puis que là, ça commençait à se timer. Dans la sudation, peut-être? Ouais. On perdait 9-4. J'avais rien fait de la game. 9-3, excuse, ou 8-3, une affaire de même. Il restait 4 minutes à jouer, puis... Écoute, Steven Spielberg arrêtait là, il m'a racheté l'histoire. Écoute, j'ai passé 5 minutes sur le jeu, alors que je faisais des chiffres de 30-45 secondes toute la game, puis je cherchais mon souffle, puis j'avais pas d'endurance.
à mise en jeu, j'ai décidé que c'était là, je me donnais all out. Ah ouais. C'était 9 à 3, il restait 5 minutes à jouer. Je dis, garde, c'est mon problème, probablement mon dernier chiffre ou ce que je peux faire de quoi. Je score sa mise en jeu. Je m'en vais à mettre dedans. Je reviens à la mise en jeu. Je gagne la mise en jeu. Je fais un jeu, je passe la balle. On score encore. En tout cas, bref. Je suis resté sur le jeu pendant 5 minutes de suite. On a marqué 7 buts de suite. La game a fini 11 à 9. C'était le branle-bas de combat. Même personne ne comprenait rien, qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, quand tu sais, c'est quoi les performances sportives, tu tombes dans une zone. Zone, j'appelle ça être dans zone. J'étais plus là. Plus là, mais de la bonne façon. Ah non, c'est ça. Puis je me rappelle pas ce qui s'est passé. C'est dans le moment présent, genre. Ben oui, c'est ça. C'est fou, ça, quand mais ça écoute, arrive. J'étais rendu le Devils of Tasmania. Là, sur le jeu, là, je tournais de tout bord, de tout côté, je gagnais toutes mes batailles, je faisais tout le temps le bon jeu. Puis écoute, il restait 1 minute à jouer, on perdait encore par 2 buts. Je gagnais toutes mes mises en jeu l'une après l'autre. Puis on a gagné ça, il restait 20 secondes à jouer. On n'est même pas allé en prolongation. On a marqué 2 buts de plus que le score à égaliser. C'était complètement malade. Puis comme je te dis, j'ai pas joué au hockey-ball depuis cet été, à 3 contre 3. J'ai joué au hockey sur la glace un peu avec des chums, mais je joue pas présentement. Tu penses-tu qu'au début, justement, tu as mis du temps avant de te mettre dedans? Ta sudation t'a peut-être aidé. J'ai juste me lever en retard. Ouais. J'avais pas mangé. La dernière fois que j'ai mangé, c'était... Fait qu'il n'y a rien qui explique comment ça qu'au fur et à mesure que j'ai avancé dans le match, ben c'est juste parce que, justement, le niveau de tolérance de mon système est vraiment le threshold là, pour que ça vienne me chercher. Ben, il est vraiment rendu haut. Fait que comme tu disais tantôt, c'est ça l'affaire. C'est que... que tu as eu... L'effort physique aussi a fait que tu as eu... Puis tu étais en fasting. Peut-être tu as eu une grosse sécrétion de ketones. Peut-être ton focus, là, ta zone. Ouais. C'est possible. Ça peut être une option. Parce que ça peut être... Mais c'est sûr qu'être dans zone, quand tu es dans ce moment-là, bien précis, on dirait que tout devient plus facile. Tout est comme plus lent. Prendre ta prise de décision, tu choisis toujours la bonne décision. Ça serait le fun de toujours être comme ça. Là. Ouais. Mais ouais, c'est hot, ça. C'est malade. Fait que je jumpais là-dessus parce que ça, c'est vraiment pour moi l'expérience ultime de voir tout ce que je fais au quotidien. Tu sais, je vais avoir 40 ans dans 2 ans, j'ai 38 aujourd'hui. Puis d'arriver là, d'être avec une gang de kids. Ah ouais. Tu sais, qui ont probablement, peut-être qu'ils ont fait la même affaire que moi le soir d'avant, ouais. ou peut-être qu'ils étaient tous en shape, je ne le sais pas. Ouais. Il n'y avait personne qui avait l'air scrappé de la veille. Là. Tout le monde prend ça quand même assez au sérieux, là, ce match-là. Mais moi, je suis arrivé là, puis je m'en allais remplacer. Puis je le savais que j'avais ton party. Tu sais, je leur ai dit, écoute, je vais arriver comme je vais arriver. Je suis arrivé en retard, fait que je venais juste de me lever. J'ai pris mon sac était déjà prêt sur le bord de la porte. Ça faisait même pas 30 minutes. J'ai pas fait le warm-up. J'ai rien, là. Je suis arrivé dans la game. J'avais même pas de chandail, là. On lançait un chandail, j'ai mis ça sur moi, j'étais embarqué sur le jeu. J'ai mal joué pendant. Puis mal joué, on s'entend, là. J'étais correct, mais je faisais pas les bons moves au bon moment. J'étais pas capable de la mettre dedans. Tu te laisses sous tes capacités. Jusqu'à temps que je score le 4e but. Mon premier but du match, qui était un but vraiment, là, le timing, tout était parfait. J'ai déjoué un gars, j'ai battu un autre gars, je l'ai mis top net sans regard. Là, j'étais comme, OK, là, ça décolle. Sinon, ben, écoute, probablement que c'est mon dernier chiffre de la game. Finalement, j'ai resté 5 minutes sur le jeu. J'ai pas débarqué une fois. Je sentais même plus l'aspect cardiovasculaire, la fatigue. Les jambes étaient top shape. C'est fou. Ah ouais, c'est inexplicable. Mais je me dis, aujourd'hui, est-ce qu'à 40 ans, bientôt 40 ans, je serais capable de faire quelque chose comme ça si je faisais pas tout ce qui est le biohacking au quotidien? Je pense pas, Yann. Je penserais pas. Là-dessus, je peux expliquer. Moi aussi, de mon côté, là, à 37, j'ai fait un gros virement. J'ai 43 de mon côté. 37, j'avais fait un gros virement. Puis, je jouais plus au hockey. J'avais même pris ma retraite du hockey. J'avais une opération à un genou, etc. Faire une histoire courte. Mais c'est à partir de 37 ans que j'ai fait un gros virement sur toutes mes habitudes de vie. Puis c'est là que, pour le vrai, je me sens aussi jeune que quand je l'avais 30. Ah ouais. Même peut-être mieux, comme tu disais. Ouais. Puis là, OK, je me sens capable. Je me sens encore correct. Ouais. Let's go, on y va. Je m'étais remis à jouer au hockey dans la Ligue nord-américaine jusqu'à 42 officiellement. Fait que, j'ai comme rejoué un autre 5 ans pas prévu. Là, puis je dirais que c'est pas mon corps. C'est plus parce que j'avais d'autres projets. Mon corps, je pense qu'il était encore capable de performer. C'est juste que j'avais d'autres projets
sur un plan professionnel avec ce qu'on fait, mon gym, etc. Je voulais comme me concentrer encore plus là-dessus. Mais c'est assez impressionnant si. On dit toujours l'âge. Je pense qu'on est capable de défier l'âge. Là. Mais pour la défier, il faut mettre des. Faut être un peu rigoureux sur nous. Là. Je parle de rigoureux. C'est qu'il faut être prêt à faire des choses, peut-être que ne tenteront pas sur le moment, mais que tu vas tellement être content de l'avoir fait et être fier de toi. Que ça parce que ça a un impact positif. Tu le fais parce que ça a un impact positif. Là. Exemple, je donne un exemple que j'intègre à tous les mois, c'est que je vais faire des fastings prolongés. Ouais, je vais faire un fasting de 60 heures une fois par mois. Ça fait 3 ans, 4 ans maintenant, je fais ça. Ça bientôt? Ben oui, 4 ans que je fais ça. Je dirais que j'ai pas sauté grand mois, là, peut-être quelques-uns, que j'ai fait un 36 au lieu de 60 parce qu'il y avait des happenings dans ce moment-là. Il y avait des événements que je voulais pas comme être en jeûne dans cet événement-là. Mais pendant que tu le fais, là, le monde dit « Ouais, mais t'aimes pas manger. » Mais oui, j'aime manger. C'est juste que je le fais pour les bienfaits que ça me procure. La régénération cellulaire, c'est quand tu es en jeûne à partir d'environ 36 heures, tu as un recyclage de tes cellules qui se fait, qui est amplifié. Puis ça, c'est prix Nobel 2016. C'est un Yoshinori, je ne sais jamais comment le dire. C'est un Japonais qui avait montré que le fasting, le jeûne, augmentait l'autophagie qui créait une régénération cellulaire. Fait que ça, c'est pour ça qu'une des raisons pourquoi je le fais, c'est ça. J'ai réalisé aussi que je régularisais plus mes hormones la faim quand j'ai fait un jeûne de 60 heures. Je suis plus capable de me dire, OK, t'as plus faim, arrête de manger. T'as faim, mange. On dirait que je suis plus conscient de ce qui se passe au niveau de ma leptine et ma ghrelin quand j'ai fait des jeûnes de 60 heures. Fait que ça, c'est une des choses que je fais. Je vais faire au quotidien, ou sinon je vais manquer une journée une fois de temps en temps, mais je vais faire des expositions froides. C'est rigoureux. C'est pas le fun. Personne va me dire j'aime ça aller dans le froid. À part Wim Hof. Ouais, mais encore là, même Wim Hof, qui est considéré comme l'expert en exposition froide, son nom, c'est Iceman. Iceman, ça je cherchais. J'avais comme Coldman, mais il manquait un mot. Iceman. Encore là, d'après moi, c'est parce que là, il est rendu habitué. Même quand tu t'habitues, y aller les premières secondes, c'est agressif pour ton corps. La peau, c'est un gros organe, c'est un gros sensor au niveau du corps. C'est très agressif, c'est très stressant au niveau du corps. Par contre, comment tu te sens après, ça en vaut la chandelle. Ça vaut la peine de comment tu te sens. Ton niveau de dopamine, c'est comme si tu viens de prendre un café. Un café sur stéroïde. Tu te sens bien après. Puis là, les bienfaits, même au niveau métabolique, quand tu vas au froid. Fréquence cardiaque au repos qui va diminuer. Dans le fond, c'est que tu stimules ton sympathique, mais par la suite, ton parasympathique vient prendre le dessus. Fait que là, quand on sait, parasympathique, on a tendance, rendu en 2024, on est des gens de plus en plus stressés pour plein de choses. Le Wi-Fi, c'est une forme de stress. La vie qui roule à 100 000, la pollution, etc. Puis il y a de plus en plus de gens qui sont anxieux, de plus en plus de gens qui ont de la difficulté justement à se reposer, à se cooler down, à se relaxer. Fait que tu veux stimuler ton système parasympathique, que lui, c'est ton rest and digest. C'est lui qui est ton système qui va t'aider justement à être plus relax, à mieux dormir, à mieux gérer le stress. Donc, c'est des choses comme ça que tu fais. Mais comme je disais, il faut que tu sois rigoureux. On l'est envers nous-mêmes parce c'est pour les bienfaits on le fait pour les bienfaits. Ah, puis c'est la constance aussi, j'imagine. C'est pas juste de le faire, comme tu disais, ça fait 4 ans que tu en fais, mais tu n'as pas sauté vraiment de mois. C'est de le faire puis de continuer de le faire dans le temps. Je me l'impose. Il y a eu des fois que je n'ai déjà starté. Que je m'étais dit, je le startais cette date-là, ça me tentait pas. J'ai eu une fin de semaine cet été, fin de semaine, bateau, manger un peu plus. Là, tu te dis, OK, ça revient rough la semaine, commence ça le dimanche soir, le jeûne. Fait que ça te tente moins, mais tu te l'es mis dans ton horaire, c'est une constance que tu t'imposes. Je dirais que c'est une excellence que tu t'imposes. En faisant ça, c'est comme si je pourrais dire, tu te remercies ou je trouve pas vraiment le mot là, exactement, mais c'est que tu te fais un cadeau.
tu te fais un cadeau, je pense que c'est comme ça, je pourrais le dire, quand que tu t'imposes que de quoi qui ne tente pas nécessairement, tu n'es pas enjoué de commencer de quoi, d'entamer de quoi, mais quand tu as terminé, quand tu l'as accompli, ton fameux défi, ben c'est là que tu es fier de toi. Puis cette fierté-là, en plus, qui est une petite partie mentale. Là. C'est pas juste au niveau de ton corps, les bienfaits physiques, les bienfaits physiologiques. Il y a l'aspect psychologique derrière ça. C'est comme un entraînement. Quand on va faire un training. Là, ça ne tente pas tout le temps. La majorité des gens, là, pour être honnête, puis c'est la même chose pour nous autres qui sont entraîneurs et qui ont étudié ça, qui trippent entraînement. Ah ouais. On n'aime pas ça souffrir. Le corps humain, il n'aime pas ça avoir mal. Puis ce que tu mentionnes là, quand tu as faim pendant des heures, puis que la seule chose à laquelle tu penses, c'est de manger, mais tu es capable de gérer ça de meilleure façon. Ouais. Ben, la première fois que tu le fais, après ça, la deuxième fois que tu le fais, c'est déjà plus facile parce que tu l'as déjà accompli. Ouais. C'est comme la personne qui rentre dans le gym la première fois, elle a peur juste du centre d'entraînement lui-même. Ouais. Les gens qui vont la juger, j'ai du poids à perdre, je suis pas belle ou je suis pas beau. Tu le sais, l'aspect psychologique de dire je me prends un coach, il va me montrer quoi faire. Mm-hmm. Je suis dans un environnement, exemple, un gym privé comme toi et moi, où c'est une petite gang versus une grosse quantité de personnes. Mm-hmm. Déjà, l'expérience de stress est moins grande, mais c'est l'exposition à ce stress-là qui va faire en sorte que j'ai accompli mon training, ça s'est bien passé. Ouais. Oui, ça a fait mal, mais là, je suis content d'avoir accompli ça. Mm-hmm. La prochaine fois, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens au gym, le stress a baissé. C'est la même chose avec ce que tu expliques présentement avec un jeûne ou avec un cold La seule plunge. chose que je dirais, c'est jamais sous-estimer un training ou un défi. Parce que ça peut arriver. Puis là, tu as dit ça, puis je m'en allais dire que mon deuxième avait été plus dur que mon premier. OK. Parce que mon premier, j'étais prête mentalement. J'étais prête au plus gros défi de l'histoire. Puis là, j'ai réalisé que ça avait super bien été. Le deuxième, je l'avais comme sous-estimé parce que ça avait super bien été le premier. Parce que t'étais vraiment comme t'étais primé sur le premier. Fait que là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai trouvé plus dur le deuxième. Parce que, puis c'est comme dans tout, un training, ça a bien été. Une autre journée, tu as sensiblement le même workout. Ça a été facile la dernière fois, ça a super bien été. Tu le sous-estimes, tu le trouves plus dur. C'est comme dans tout. Là. Ne jamais sous-estimer aucun défi. Ouais. Tu veux le négocier de la meilleure façon possible, puis tu veux lui donner du respect. Tu veux respecter le défi. Donc, comment tu attaques ça maintenant, un jeûne comme ça, mais sachant que le premier que tu as fait, tu étais tellement dans ta zone de dire OK, je le fais, je suis primé. Puis là, le deuxième, tu étais comme un peu tu sais, ça a bien été le premier. Là, le deuxième, t'as manqué ta shot. J'ai eu plus faim. Je l'ai réussi, mais j'ai eu plus faim. C'était plus dur. Oui, mais tu l'as fait pareil. Ouais. Là, maintenant que tu connais cette synergie-là de dire, OK, si je suis pas prête mentalement à faire mon jeûne, j'aurais pas une expérience aussi facile, si tu peux dire ça. La journée quand je sais que je le pars le soir, souvent je le pars après le souper un dimanche soir. Je trouve que c'est la meilleure façon de le faire. Commence la semaine avec ça. Ouais, je commence la semaine. Je finis ça le mercredi matin. Je fais que ça donne mon 60 heures. Souvent, je t'offre un peu plus que 60 heures parce que je joue au hockey le mercredi matin. Les gars, ils capotent. Là, ils disent que ça fait 60 heures que je suis en jeûne, je viens jouer au hockey. C'est juste que si je mange juste avant de jouer, c'est le tôt le matin. Si je mange juste avant de jouer, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Ton système digestif, il est comme, il va trouver ça rough un peu. Fait que je mange après. Mais c'est surtout dans ma préparation, la journée même. Tu prévois ce que je vais manger, tu te prépares déjà mentalement ce qui s'en vient. C'est juste d'y penser. C'est comme aller jouer une game de hockey. Exact. Si tu arrives, là, ça a été un succès pour toi dimanche matin. Oui, mais pas au début de la game. C'est juste les 5 dernières minutes du match. Exact. Mais généralement, tu y as pensé. Mais même la veille, tu avais déjà commencé à te préparer. Tu as préparé ton sac, tu as préparé. Tout est dans la préparation. Si tu arrives, tu n'es pas trop préparé, tu n'as pas trop de routine de rien en réalité. Une routine, tu veux avoir ça qui fait que tu penses déjà à ta partie ou à ton défi. Fait que moi, j'ai ma petite routine cette journée-là. Je bois beaucoup d'eau. Je prépare mon repas. Je veux manger un bon repas qui va me satisfaire, que je vais être content de manger. Dernier repas. Je me dis, c'est mon dernier repas. Mais maintenant, vu que ça fait longtemps que j'en fais, c'est que je le sais que je ne peux pas sous-estimer aucun jeûne. Même si c'est rendu mon 48e jeûne que je fais de 60 heures, je ne peux pas le sous-estimer parce que il peut arriver plein de choses pendant ces 60 heures-là. Tu sais jamais comment tu vas réagir aussi. Plus de stress dans une journée au travail. Tu as mangé un petit peu plus dans ton week-end. Tu as bu un peu plus d'alcool. Ça se peut que tu le trouves un petit peu plus dur. Si tu as mangé un peu plus de glucides aussi, tu as carbé un peu plus dans ton week-end. Ça aussi, ça se peut que tu le trouves un peu plus dur. Fait que je suis comme prête à toute éventualité. C'est sûr que là, il y a de l'expérience. Ce que je fais maintenant, c'est qu'il y a du monde qui ont poussé leur recherche sur les jeunes puis qui sont prêts à en faire.
Puis souvent, je crée du coaching là-dedans, puis je leur dis, je dis, ça se peut que tu trouves ça dur à un certain moment donné, va prendre de l'eau, bois un peu plus d'eau, tu as le goût de manger, occupe-toi, va prendre une marche, entraîne-toi, fais un petit workout, écoute ton corps. Moi, je trouve que c'est un moment qui est spirituel aussi, là, parce que tu travailles sur toi-même pendant 60 heures. C'est un défi. C'est un défi. Puis comme j'ai dit, l'être humain, on est fait pour accomplir le défi. C'est comme la nature humaine. On est fait pour en accomplir parce que ton estime de soi, après, moi, je suis encore fier. Après, c'est mon 48e que je fais. Quand j'ai fini mon 60 heures, je suis encore fier de l'accomplissement que j'ai fait. Et, fait que je trouve que ça a une valeur sur ta confiance en soi, sur ton estime, comme j'expliquais auparavant. Puis en gros, ben souvent, c'est parce qu'en plus, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, quelques jours après un long fasting, c'est là que j'ai le goût d'aller battre des records dans le gym, battre des scores. Puis une des raisons, c'est que dans l'autophagie, il y a de la mitophagie. Fait que tu as une régénération de ta mitochondrie aussi. Fait que tu es comme si tu as plus de mitochondrie. Après, tu as encore plus de cellules pour fabriquer de l'énergie. Ton usine à l'énergie que la mitochondrie, tu en as encore plus. Fait que ton énergie est meilleure quelques jours jusqu'à quelques semaines après un long fasting. OK. Fait que moi, c'est une autre raison pourquoi je l'ai fait. Il y a du monde qui dit « Ah, je veux faire ça pour la perte de poids. » Là, moi, je suis rendu ailleurs avec la perte de poids. Je me dis, si tout est relié toujours à la perte de poids, je trouve qu'il y a un petit manque. Tu n'as pas un autre objectif que juste perdre du poids. Tu veux faire quoi avec cette perte de poids-là? Tu veux t'accomplir plus. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Ça, c'est ça qui me parle un peu plus. Là. Ouais. Moi, je suis plus dans l'accomplissement des gens ou à la limite les enligner pour qu'il y ait un objectif bien précis. Perdre du poids pour perdre du poids, pour moi, ça n'a plus vraiment de valeur. Oui, parce que nécessairement, si tu ne manges pas pendant 3 jours, de toute façon, tu vas perdre du poids. T'sais. En théorie, tu t'en perds. Il y en a qui en perdent beaucoup. J'ai déjà fait une année, je suis rendu une année, mais voilà, un an peut-être, 2 ans. J'avais pris des photos cette fois-là avant, après 60 heures, puis après 72 heures. Ben, après 72 heures, sur la balance, j'avais pris 5 livres. J'étais bulky. T'avais pris 5 livres? Oui, j'avais pris 5 livres. Clairement, on voit que j'étais plus inflammé avant mon 60 heures. Après 60 heures, je suis comme sec. Mais après avoir mangé un bon repas, 72 heures, c'est comme j'étais beaucoup plus veiné, beaucoup plus plein, les muscles. C'est comme il a fait des réserves de glycogène. Mais fait que tu avais potentialisé ton intake de glucose musculaire. Là. C'est sûr. Okay. Plus, selon moi, mettons, oui, j'ai peut-être perdu un peu d'eau pendant les 60 heures. Pas beaucoup de gras à perdre à ce moment-là. Puis dans le fond, quand le monde comprenne que si tu as une augmentation de production de ketones, tu préserves, c'est sûr que tu préserves ta masse musculaire. Fait qu'est-ce que tu vas perdre? Ça va être du gras ou de l'eau. Majoritairement beaucoup d'eau aussi, là, beaucoup d'inflammation. Si tu n'en as pas tant à perdre, mais quand tu te remets à manger, fait que sur la balance, j'étais un petit peu plus léger après 60 heures. Mais aussitôt que j'ai remangé une fois, ouais. Puis à la limite, il faudrait que je le retrouve cette photo-là. J'avais quasiment l'air d'un gars qui aurait pu aller sur un stage cette journée-là. Ah ben ouais. Même moi, j'étais impressionné de la photo. Là. J'ai comme, OK, wow. Tu peux-tu expliquer un peu justement les ketones pour que tout le monde comprenne? Là? Ben, les ketones... Parce que c'est du biohacking. Ouais, on est là-dedans. Ouais, du bio... Ben, tu sais, tout le monde que tu suis... les top biohackers dans le monde, là, que je vais nommer Dave Asprey parce que c'est comme le grand-père du biohacking. Ils vont parler que tu veux avoir des ketones en circulation au moins 80% du temps. Lui, son approche, c'est 80% du temps, tu as des ketones, puis à peu près 20%, fait que 1 à 2 jours que tu vas manger un peu plus de glucides ces journées-là pour être efficace à utiliser les 2 sources d'énergie. Bon, les sources d'énergie, tu as le glucose, tu as les ketones, en gros. Les corps cétoniques. Tu peux pas avoir une production de corps cétonique si tu as un glucose élevé, si ton insuline est haute. Fait que dans le fond, pour réussir à faire ça, c'est que soit que tu manges une alimentation très, 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 très faible en glucides, puis que là, tu réussis à prendre le gras que tu as mangé. Comme source d'énergie immédiate. Comme source d'énergie immédiate. Puis le gras que tu as mangé va se transformer par le foie, puis ça va créer une petite molécule qui est des ketones, que le cerveau adore cette petite molécule-là. Il vient vraiment... il est plus efficace quand il y a des ketones en circulation. Mais c'est très efficace aussi de le faire en fasting, en jeûne.
Parce qu'en jeûne, justement, tu baisses tes réserves de glucose, ton insuline devient basse mais stable. C'est surtout les spikes d'insuline qui viennent fluctuer puis qui empêchent la production de ketones. Donc, tu as une insuline qui est beaucoup plus stable. Puis là, finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu n'as plus de glucose accessible. Tu n'as plus de glucose de ce que tu as mangé ou tu n'as plus de glucose qui peut être du glycogène stocké dans les muscles, dans les le muscles foie. ou du glucose hépatique qui est dans le foie. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps humain, il est quand même bien fait. Il ne se laissera pas mourir parce que le monde va dire si tu n'as pas de glucose, tu vas mourir. Non, non. Il va prendre le gras de ton corps. Puis il va fabriquer des kétones. Encore là, le processus, le gras est transformé par le foie. Hop, une petite molécule qui se rend au cerveau. Des fois, on va dire, des fois, ça passe pas le brain-blood barrier en anglais, les barrières du cerveau. La molécule est tellement petite qu'elle passe. Puis là, finalement, tu réalises que tu as un méga éveil mental. Puis je dirais qu'en fasting, ça l'arrive. C'est souvent la partie que j'aime beaucoup. Là. Rendu à 36 heures, j'ai un méga éveil mental. À la limite, la première fois que j'avais fait mon jeûne de 60 heures, c'est qu'il y a plein de choses qui s'est mis à rouler dans ma tête. Puis là, je trouvais que ça allait quasiment trop vite. Je me suis mis à tout écrire. Tout écrire. Puis c'est à partir de là que j'ai amené plein de changements dans ma vie. Je me suis séparé de mes anciens partners. Les décisions avaient été prises pendant le jeûne. Okay. Que là, j'étais rendu là. J'ai changé moi-même certaines choses dans ma vie personnelle que je trouvais que c'était comme un trigger puis que je voulais comme modifier, que je me suis dit, bon, je veux être là, mais tu fais encore des mauvais choix à certains moments de ta vie, fait que non, on enlève ça. Ton éveil mental est impressionnant. Il est impressionnant. Encore là, on peut aller même plus loin. Même tes sens sont accentués avec une grande production de ketones. Ton toucher, ta vue, ton odorat. Puis une des raisons, si on va plus loin côté ancestral, c'est que, mettons, le chasseur là, qui ne mangeait pas, que lui, sa seule façon de trouver de la nourriture, c'est en chassant. Puis il faut qu'il y ait un éveil sensoriel. Ça se pouvait qu'il soit quelques heures, jours, sans manger. Il ne trouvait rien. Puis là, il devenait vraiment un éveil sensoriel vraiment amplifié. Fait que sa vue, son odorat, son ouïe est amplifié. Fait qu'il est capable de trouver encore plus facilement sa nourriture. Puis c'est de là qu'il devient un chasseur ultime très dangereux. Donc, tout ça, c'est amplifié pendant le jeûne. Fait que c'est un processus qui est très naturel chez l'être humain. Là. On a été exposé à l'abondance avec ce qu'on a maintenant comme... on s'en va à l'épicerie, notre garde-manger est plein, notre frigo est plein. Puis, souvent, on va manger plus de façon émotionnelle. On va manger par habitude. On dirait que j'ai le goût de manger, j'ai rien à faire. Par ennui. C'est toutes des choses, c'est des processus qui ne sont pas optimales si ton but dans la vie, c'est de performer à ton plein potentiel comme être humain. Fait que c'est pour ça que je parle souvent d'être rigoureux envers nous-mêmes. Puis faire un jeûne, c'est une forme de rigueur. Là. Tu t'imposes de quoi que... T'es pas obligé de faire ça. Ben non. Sauf que... ouvrir le frigo puis te prendre un bol de crème glacée. Exactement. Puis là, le monde va dire, ben là, c'est bien plus le fun. Ben oui, mais c'est plus le fun par rapport à quoi? Si je suis rendu à 80 ans, 90 ans, puis je suis encore en train de jouer au hockey, puis jouer au golf, puis me faire une ultimate game de poche. C'est qu'il faut courir pour la lancer dans le trou. Je fais des blagues, mais tout ça pour dire que si je suis capable de faire du sport jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans, puis avoir une qualité de vie qui est intéressante, parce qu'on ne veut pas vivre vieux, malade, on veut vivre jeune longtemps. Si je suis capable de faire ça, ben, le fun d'avoir mangé une crème glacée, c'est un peu trop léger là, à mon goût. Là, ouais. C'est faible. Là, tandis que m'imposer comme j'expliquais, d'être un peu plus rigoureux sur mon corps, mon esprit, de faire des choses, des défis qui me tentent plus ou moins, des fois, mais qu'après l'avoir fait, tu es fier de le faire. Puis tu as un sentiment d'accomplissement. Pour moi, ça a de la valeur. Puis encore là, ben, c'est parce que tu améliores ton corps à tout. L'entraînement, ça en est une forme de stress. Là. Stress qui t'améliore de le faire. C'est du biohacking. C'est du biohacking en salle qu'on fait. Oui, c'est du biohacking. Comment tu positionnerais ça avec des athlètes, justement? Le jeûne intermittent, les kétones, etc. Et moi, les jeûnes intermittents,
avec toutes les activités, mettons, là, on en parle souvent, on entraîne beaucoup de joueurs de hockey de chacun de notre côté. Moi, j'aime ça, commencer un processus avec eux avec un fasting. C'est qu'on détoxifie un peu ce qu'on fait de leur fin de saison ou le après-saison. Ça fait une couple de... Souvent, généralement, après une saison, on leur donne quelques semaines off, quelques jours, quelques semaines, pour qu'ils Passe à autre chose. ils passent à autre chose. Souvent, ils vont manger un petit peu moins bien pendant ces semaines-là puis ces journées-là. Puis c'est correct aussi. Ils ont une saison quand même rigoureuse. C'est intense. C'est structuré. C'est structuré, exactement. Ils ont des coachs pour tout là, maintenant, la nutrition, training. Fait que j'aime bien ça. Le faire. Mais quand je dis ça, par exemple, j'aime mieux. Je le fais pas avec des adolescents, là. Plus avec des athlètes adultes. Athlètes adolescents, ils pourraient faire des petites fenêtres de ne pas manger non-stop. Surtout couper la collation du soir. Là. Mais là, c'est plus des gens en croissance à ce moment-là. Ouais, souvent, il y a des objectifs. Non, même, puis le fasting à date, les gens en croissance, c'est pas quelque chose qui est très recommandé. Mais un athlète adulte, là, 18 ans, 19 ans, on peut commencer à en faire. Une des raisons pour que j'aime ça commencer que ça, c'est que j'optimise leur mitochondrie avant de commencer le processus d'entraînement. Par contre... Donc, ils vont être capables de générer plus d'énergie pour le même training en utilisant cet outil-là, en fait. Oui. Okay. C'est pas obligé d'être un 60 heures. Des fois, ça veut je vais faire un 36, qui est quand même un bon défi, 36. Là. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de fasting. Ben, même 24. Ouais. Même 16. 24, on peut aller plus loin. 24, ce qui est intéressant, il y a des processus dans les heures. 24, c'est que tu augmentes ton niveau de testostérone, ta production de testostérone naturellement. Fait que ça, c'est quand même intéressant de faire un 24 heures régulièrement chez un athlète. Quand je dis régulièrement, ça peut être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Ouais. Puis ça peut être dans la journée comme off ou bien dosé dans un workout, c'est super efficace. 36, c'est que mettons que je dis là, le 36, j'aime ça, les athlètes un petit affaire plus vieux, là, qui ont commencé déjà à avoir, qui ont besoin d'une petite régénération cellulaire comme sur une base régulière, une fois de temps en temps. Ça peut être intéressant. Puis moi, la majorité de mes athlètes, quand on l'entraîne le matin, ils l'ont réalisé. Ils manquent pas d'énergie là, quand ils s'entraînent le matin puis ils n'ont pas mangé encore leur déjeuner. Ils vont manger tout de suite après. Ils ont pris leur bon repas la veille, de toute façon. C'est pas ce que tu manges nécessairement juste avant ton entraînement qui fait tes réserves d'énergie. C'est ce que tu vas manger généralement, ton repas de la veille, que tu as fait tes réserves de glycogène. Fait que dans le fond, tu as de l'énergie. Puis l'entraînement stimule la production de ketones. Fait que là, dans le fond, tu arrives en fin de workout, tu n'as pas cassé puis tu n'as pas mangé. Pourquoi? Ben, tu as probablement des... Tu as potentialisé ce système-là. Tu as probablement des ketones qui sont arrivés en cours de route. Tu as un bel éveil, tu es focus pour finir ton workout. Mettons qu'il y a un finisher sur le air bike à la fin du workout. Mon 5 minutes de hockey dimanche. Exact. Fait que là, les athlètes sont capables de performer comme ça. Il faut juste faire attention. Je dirais que c'est quand même du cas par cas dans ce que tu peux intégrer. L'âge aussi a un impact, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant à faire au moins une fois de temps en temps. C'est au minimum. Puis là, pour que les gens comprennent bien, parce que je me fais souvent poser la question, j'ai fait 16 heures de jeûne, là, on parle beaucoup du 16-8. Oh ouais. Il faut vraiment faire un 16 heures où il n'y a pas de nourriture dans le système. Donc, c'est pas 16 heures incluant, exemple, les gens vont manger leur dernier repas à 6 heures le soir. Ils vont se réveiller, ils vont commencer à compter leurs 16 heures à partir de ce moment-là. Mais il faut qu'ils calculent au moins un 8 heures où ils ont fait la digestion de leur dernier repas et après ça, calculer leurs 16 heures. Dans le fond, là, un vrai jeûne 16-8, c'est 24 heures sans manger. Il ne faudrait pas que tu remanges jusqu'à 6 heures le soir sans avoir de nourriture dans ton système. Cette approche-là, moi, je suis rendu là, je suis dans un 24 heures. C'est ça, c'est un 24 heures. Ouais, mais le 16-8... C'est pas un vrai jeûne. C'est ça que je veux dire. Il appelle ça un fasting intermittent. Tu donnes quand même un break à ton système. Tu donnes un break, mais tu n'auras pas les effets d'autophagie comme tu vas avoir sur un 24 heures, parce que tu as 16 heures sans rien dans ton système digestif à cause de la digestion de 8 heures de ton dernier repas. Ce que on dit, puis encore là, d'après moi, c'est libre, chaque personne est un peu différent dans sa capacité à produire des ketones. On dit qu'à partir de 16 heures, tu commences à avoir une production de ketones. Là, ce qu'on réalise, c'est la production de ketones, puis plus que tu augmentes
cette production-là, plus que tu crées l'autophagie. C'est pour ça qu'on dit souvent 36 heures, c'est comme la fenêtre parfaite pour stimuler l'autophagie. Mais tu as déjà commencé le processus avant. Là. Mais 16 heures, que ça soit 18-6, c'est considéré comme un jeûne intermittent. Puis plus que, comme j'expliquais, tu passes ton 16 heures, puis plus que tu prolonges, ben là, plus que tu as une production de kétones, plus que tu es en train de stimuler l'autophagie, puis il y a des processus différents qui se passent au niveau de ton corps. Aussi, pour les femmes, ça peut être un peu différent selon leur cycle. Puis ça, on invitera Chantal dans un podcast éventuel, qui est ma femme, qu'elle a vraiment poussé plus loin le cycle féminin, puis quand faster ou le nombre d'heures de fasting selon où tu es rendu dans ton cycle. Il y a des moments qu'on dit aux femmes, puis c'est un peu différent, l'homme puis la femme. Nous autres, on est sur un cycle de 24 heures. L'homme, c'est un cycle de 24 heures. Hop, on refait un cycle de 24 heures. On fait un cycle de 24 heures. Eux autres, c'est un cycle de 30 jours. Leur corps fonctionne différemment. Fait que c'est pas que des jeunes, il y a certains moments dans leur cycle de 30 jours qu'on leur recommanderait pas de faire plus que 13 heures de jeûne. Qui est comme, on s'entend un jeûne. Là. On en fait tous les jours des jeûnes. Là. Tout le monde fait des jeûnes. On dort, on est en jeûne. C'est que tu manges pas pendant une fenêtre d'heures. À part Homer Simpson. Lui, il se lève pendant la nuit de manger de la dinde. Exact. Puis du gravy. Aïe, aïe. Lui, c'est ça. Tu vas ressembler à Homer Simpson. Exact. Mais c'est ça. Fait que c'est dans le fond, c'est pour ça que, tu sais, le fasting, il n'y a pas de recette parfaite. Chaque personne est un peu différent. Tu veux faire ce que tu es capable de faire au début. Puis après ça, c'est d'allonger un peu. C'est sûr que l'homme, souvent, c'est rare que je vais dire rentre pas à 16 heures. Là. Je veux que dans un. Ça serait comme un minimum. Là. Ouais, tu sais. Un 16. Puis de se rendre à 16, exact. Parce que dans le fond, c'est 8 heures de sommeil, plus le temps entre ton dernier repas et l'heure que tu t'es couché, plus un peu de ton matin. Genre. C'est pas si dur. Ça se fait quand même assez bien. Si tu as mangé à 18 heures le soir, tu calcules que tu manges à 10 heures le lendemain, tu as fait ton 16 heures officiellement. Fait que ça se fait quand même bien. Mais il y en a que pour eux, pour le moment, c'est pas possible dans leur tête. Fait qu'on va commencer peut-être avec un 14. Un 14, on s'entend, tu as mangé à 6, tu te lèves, tu manges à 8. Puis là, on va faire un 15. Puis on va faire un 16. Un pouce progressivement. Exact. Moi-même, là, quand j'ai commencé ça, là, je faisais des jeûnes de 16 heures, peut-être 5-6 ans. La première fois que j'ai fait un jeûne de 16 heures, puis c'est drôle parce que c'est Vincent Comtois qui avait mis un post, il avait dit mon déjeuner ce matin, puis il avait mis une assiette vide. Ça m'a comme. Vincent Comtois, qui est le propriétaire de ATP. ATP, là, exactement. On veut avoir comme invité à notre podcast éventuellement. Donc, c'est ça pour dire que Vincent Comtois, il avait mis une assiette vide de son déjeuner. Puis là, j'étais allé fouiller un peu plus loin dans mes recherches. OK, c'était comme la première vraie fois que j'entendais parler de jeûne. OK, fouille un peu. OK, c'est intéressant. Ça a une logique. Ben OK, ouais, j'avoue, si je donne un break à mon système digestif, il va être plus efficace. Mais dans ma tête, à cette époque-là, je soupais, je pensais juste à ma collation que je prenais le soir à 21h, 20h30. Puis la première chose que je faisais en me levant, c'était déjeuner. Je pensais, c'est la seule raison pour que je me levais. On dirait que j'avais comme pas de but de me lever si je déjeunais pas. Ouais. C'est la seule motivation. OK, yes, m'a déjeuné. Ça part ma journée comme il faut. Ton bagel avec du fromage Philadelphia. C'était plus, je mangeais beaucoup en plus. Je mangeais genre 2 bagels, 4 œufs, des affaires de fou. Là. Puis, je réalisais que j'étais aucunement fonctionnel en avant-midi. C'est comme je mangeais, pognais un peak down. J'étais aucunement fonctionnel. Puis j'ai commencé à faire. Puis j'avais peur de faire un 16 heures. Je disais, je ne mangerai pas ma collation du soir. Comment je vais faire? Puis le lendemain matin, je ne mangerai pas. Comment je vais faire? Fait que j'avais préparé mon déjeuner. Puis je l'ai dit, me le manger au gym. Là, j'ai regardé les heures. J'ai regardé les minutes. Là, il est 9 heures. Yes, dans 1 heure, je peux manger. Puis finalement, tu manges à 10 heures. Ouais, OK, c'était pas si pire. Puis là, j'ai commencé à intégrer ça graduellement. Puis là, j'ai fait des 16 heures, des 16 heures, des 16 heures. Je disais, c'est les jeûnes prolongés. J'ai lu sur les jeûnes prolongés pendant 6 mois avant de le faire. Fait que je me dis, bon, si j'ai été aussi lent
sur moi-même qui parle d'être rigoureux envers soi-même. Imagine les gens. Fait que c'est pour ça que je suis rendu que je l'impose parce que je le sais des fois les bienfaits qu'ils vont avoir. Fait que j'ai pousse à le faire puis je m'en vous coacher, etc. J'aurais aimé ça que quelqu'un le fasse pour moi à cette époque-là. Ça m'aurait comme poussé à le faire plus tôt parce que c'est vraiment efficace. Ah ouais, ça il est, tu sais, donne-lui une chance. Là. Fait que tu sais, on a voulu, on savait pas trop ce que ça en allait le matin. On voulait parler de biohacking. Ouais, ben là, moi, je veux que aussi, parce que tu parles des jeûnes intermittents, mais je le sais parce qu'on se connaît bien. Ouais. Moi, je fais des jeûnes intermittents sans les kétones. Ouais. Donc, comme aujourd'hui, j'ai pas mangé. Mm-hmm. Mon dernier repas était à 8 h hier. Puis, je mangerai pas probablement avant 2h30, 3h aujourd'hui. Puis je vais avoir une fenêtre d'une couple d'heures pour manger mon souper après ça. Ça fait pas mal 2 ans que je m'alimente comme ça, puis je vois les bienfaits. Puis des fois, je fais un 24 heures complet, mais j'ai jamais poussé plus vraiment que, je te dirais, là, 30-32 heures, parce que j'utilise pas les kétones exogènes. Je veux que tu nous expliques à quoi ça sert, comment toi tu utilises ça. Quand je le fais, les jeûnes de 60 heures, ben même là, comme là, ce matin, c'est ça que j'ai bu. C'est que cette technologie-là de kétones exogènes, c'est que automatiquement, tu as des kétones en circulation après l'avoir bu. Comme si tu les avais déjà produits. Fait que ça peut même être intéressant pour quelqu'un qui veut avoir les bienfaits des kétones au niveau du cerveau et ton éveil mental, mais qui n'est pas prêt encore à changer son alimentation, qui veut, j'appelle ça un glucidien. Il veut rester un glucidien. Il vient d'une autre planète. La planète glucido. Fait qu'il veut continuer à manger ses bols de céréales, peu importe. Là, puis généralement, ce que les kétones vont faire, c'est que tu vas te mettre à toi-même à faire des meilleurs choix alimentaires parce que tu as moins faim. Tu ressens moins le besoin de manger de glucides aussi. Tu as moins de up and down d'insuline. Donc, ça peut être vraiment efficace. Je crois que c'est une technologie qui va être. Puis je crois déjà que ça l'est, là, c'est rentré pas mal un peu partout, mais qu'on n'entend pas encore trop parler. Mais dans le sport, contre les commotions cérébrales, il y a déjà beaucoup de recherches qui s'est faites là-dessus. Fait que dans le fond, c'est que c'est la même molécule que tu réussis à produire si tu manges une alimentation keto. Bon, keto, est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde? Oui et non. Tu peux le faire pendant un certain temps. Le best, c'est d'être efficace aussi à utiliser le glucose. Fait que tu veux en manger des glucides une fois de temps en temps ou sur une base régulière, mais pas en trop grande quantité. C'est surtout ça qui est néfaste d'en manger trop. Parce que si tu en manges trop, puis tu n'utilises pas, mettons, des kétones exogènes, mais tu ne deviens pas efficace à utiliser les gras. Ouais, okay. Les gras, le système d'énergie des gras. Okay. Donc, vraiment efficace pour ça. Je le fais pendant un fasting. Parce qu'encore là, c'est qu'on réalise que plus que de ketones en circulation, plus que tu réussis à maximiser ton autophagie. Fait qu'en avoir, surtout, je te dirais, le premier 24 heures, là, pour moi, je trouve que c'est là que c'est encore plus pertinent pendant un fasting, c'est que tu es en train de baisser tes réserves de glucose, tu n'es peut-être pas encore efficace à produire des ketones, ben là, tu vas avoir des ketones en circulation, fait que tu as une belle énergie. Tu as une belle énergie mentale. Les kétones stabilisent les hormones de la faim, la leptine et la gréline. Donc, tu ressens moins cette faim-là. On peut faire aussi le fasting avec des bouillons d'os, qui peut être intéressant. Collagène, qui ne brise pas officiellement le jeûne. Généralement, ça va être très faible en protéines. On dit qu'on peut imiter un jeûne juste à l'eau, qu'on appelle ça un mimicking fasting. Que moi, c'est plus de même que je le fais, j'appelle ça un mimicking fasting. C'est que dans le fond, je vais avoir des petites calories, je vais avoir un peu de protéines, comme les bouillons d'os que je consomme, ils ont 7 grammes de protéines. À partir de 8 grammes, selon les docteurs, c'est là que tu peux sortir de ton fasting. Fait que il est juste calculé pour que tu limites, tu ne perds pas de masse musculaire. Même qu'à la limite, dans ce qu'on a vu, j'en avais même gagné après un 72 heures. Tu as une belle énergie parce que tu as des ketones à partir de la première minute que tu fais ton fasting ou presque en circulation. Donc, ça peut être un outil vraiment majeur puis plus facile pour tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, c'est dur de faire un jeûne, mais si tu réussis à te le faciliter un peu pour prolonger peut-être ton jeûne, pour aller
ou un peu plus loin, parce qu'encore là, je ne l'ai pas parlé tantôt, mais si tu réussis à passer la barrière des 48 heures, bien, ton hormone de croissance est stimulée 5 fois plus qu'avant que tu commences le jeûne. OK. On sait qu'en vieillissant, l'hormone de croissance, c'est un hormone qu'on stimule de moins en moins, qu'on réussit à stimuler de moins en moins, à part quand tu fais des gros entraînements à haute intensité, en intervalle, ça peut être une bonne façon de la stimuler. Mais si tu compares à un adolescent de 16 ans, lui, il a l'hormone de croissance dans le tapis. À 40 ans, on en a pas mal moins. Elle a commencé à diminuer. Mais c'est une façon, encore là, des jeûnes prolongés de stimuler cette hormone de croissance-là. Fait que les ketones, c'est comme un outil majeur pour moi pour réussir à faire des jeûnes, puis m'assurer d'avoir une énergie qui est là, que j'ai des ketones en circulation. Est-ce que je suis capable de faire un jeûne prolongé sans? Je te dirais probablement que oui, mais on dirait que ça ne me tente pas tant de l'essayer. Donc, c'est plus difficile. Ben, c'est sûr que c'est plus difficile. OK. C'est sûr. Tu sors encore plus de ta zone de confort si tu dis je m'en vais faire un jeûne de 24 heures, mais je suis juste à l'eau. C'est comme les jeûnes à l'eau qu'on voit là, qui sont en tendance. Là. Chris Hemsworth, il a fait un documentaire. Je me trouve pas. Je me rappelle pas du nom officiellement, mais c'était tous des trucs pour essayer de pirater sa biologie. Ouais. Puis il a fait un jeûne de 4 jours. Dans son cas, il n'avait jamais fait de jeûne, puis il n'y a pas. C'est un gars qui est très en shape, là, Chris Hemsworth, là, ceux qui l'ont déjà vu en photo. Je sais que les femmes, probablement, qui écoutent notre podcast, ils l'ont déjà vu. Ils savent c'est qui. Lui, il a eu beaucoup de difficultés. Il en produisait quasiment pas de ketones. Il ne sentait pas d'énergie. Il était de même down pendant son 4 jours. Il était suivi par Dr. Attia, qui est très, très populaire, très connu dans la longévité, pour la longévité. Puis il suit du monde pour les aider à vivre jeune longtemps. Probablement que s'il l'avait fait avec des ketones, il aurait trouvé ça un peu plus facile. Il aurait eu plus d'énergie pendant ce temps-là. Il a commencé à sentir un peu d'énergie. Il était rendu à la fin. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait faire, Dr. Attias? Il a fait chasser lui-même son poisson, son premier repas. Fait qu'il allait dans l'eau avec un harpon puis il a tué le poisson. Okay. C'était quand même là. On a augmenté pas mal la stimulation à ce moment-là parce qu'il y avait un objectif bien précis, c'était de manger son premier repas. Là. Ouais. Okay. C'était hot. Puis là, en faisant ça, c'est là qu'il a réalisé qu'il a senti l'énergie vers la fin. Mais sinon, il n'a jamais senti cette énergie au niveau de ton cerveau, ta clarté mentale que les ketones peuvent te créer. Il l'a eu seulement à la fin, là, puis il a rushé pendant son... Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'avait jamais été habitué à ne pas manger de glucides dans son alimentation. Ce que je comprends, tu sais, c'est un Australien, hein, fait que probablement qu'il mange beaucoup de glucides... dans sa vie au quotidien. Le pli du bas de dos, on l'appelle l'Australien parce que les Australiens ont tendance à avoir beaucoup de gras là parce qu'ils mangent beaucoup de glucides. Ouais. Mais même si, comme je disais, même s'il est très en forme, d'après moi, c'est quelqu'un qui en mangeait beaucoup. Fait qu'il y a eu la difficulté à faire la transition du système d'énergie pendant son fasting, mais il est arrivé, il a réussi à le faire, sûrement qu'il est très fort mentalement, puis si t'as du monde qui te filme, t'as une équipe de caméramans, t'as une pression un peu plus de le réussir. Ben, je vais sauter là-dessus, puis moi, j'aimerais ça expliquer un peu comment je me sers de ça, puis pourquoi, puis comme je dis, là, j'utilise pas de ketones, mais je fais des jeûnes pas aussi longs que toi. Mais ce que ça crée comme phénomène, surtout, exemple, comme une journée comme aujourd'hui, j'ai fini hier... il était 8 heures, je suis arrivé chez nous, j'ai mangé, il était peut-être 9 heures. C'était vraiment pas optimal. Mm-hmm. Puis je me suis couché à 11 heures, le temps de m'endormir était peut-être 11h15. Tu sais, j'ai plus ou moins 6 heures de sommeil. Ouais. Mais je trouve ce que le jeûne m'apporte, c'est que je suis en mode un peu agression. Là, tu sais, je suis inconfortable dans le fond parce que j'ai pas mangé, j'ai faim, mon ventre gargouille, mais je suis habitué à faire ça maintenant. Mm-hmm. Et ça me garde dans cette... situation-là de flight or fight, je suis allumé. Mm-hmm. Même si j'ai pas super bien dormi, même si je sors d'une grippe, que les derniers jours, ça a été difficile, le party en fin de semaine, le hockey en fin de semaine, des choses personnelles, mais je suis là aujourd'hui. Puis tu sais, je le sais que je mangerai pas jusqu'à 3 heures, puis que j'ai des clients en sortant d'ici tantôt, je vais tout être capable de faire ça. Puis plus ça va avancer, probablement moins mon envie de manger va être grand. C'est-à-dire que ma plateforme de temps où je vais être efficace parce que j'ai faim, puis j'ai ce sentiment-là que je mangerai de quoi, c'est là où j'ai de la drive, puis je vais accomplir des choses. Puis je le fais même la fin de semaine maintenant, alors que je peux me lever, puis j'ai pas à aller au travail, je fais juste travailler dans mes affaires. Je suis plus efficace dans ce moment-là. Mm-hmm. C'est là que je vais passer à la balayeuse, ça va me prendre 15 minutes au lieu de m'installer sur le téléphone, répondre à un message, puis là, gosser.
Non, je fais mes affaires directes. J'accomplis des choses beaucoup plus efficacement parce que j'ai cette sensation-là que c'est une agression. Ah ouais. Tu sais, je suis en mode, là, je suis en mode ultime un Ouais. peu, là, tu sais, à ce moment-là. Là. Ton éveil est bien plus grand. Ouais, Puis dans le fond, tu l'as comme bien dit, là, t'as faim, tu sais, cette faim-là te crée de la faim pour autre pour chose. faire autre chose. Ouais, Un c'est autre comme un type de faim, transfert. là. Ouais. C'est ça. Un autre type de faim, si on veut, là, mais c'est comme si t'as plus de drive. Ma question pour toi, Ouais. parce que toi, tu l'expérimentes. Ouais. Puis moi, je ne l'ai jamais fait, ça, de combiner jeûne, kétone. J'ai déjà pris des kétones, mais pas, En fasting. pas avec un jeûne extensif. Tu sais, genre, là, tu me l'as déjà donné des fois, là, on fait des formations ensemble. Hey, prends ça, puis je t'en jeûne, mais pas vraiment quelque chose d'extensionné. Je me lève un matin, puis là, je commence à prendre des kétones comme toi. Est-ce que je vais avoir ce même sentiment-là d'agression ou là, ça m'apaise, mais là, j'ai les kétones, fait que non, ça t'apaise pas. Fait que t'as quand même, t'as quand même envie de manger, là, vraiment. J'ai pas encore pris mon café aujourd'hui, hein. J'ai pris mon kétone. Mon kétone, il y a la caféine. Là. Dans le fond, ce qui est intéressant aussi de la caféine, c'est que ça vient comme. Je dirais que le mix de kétones puis caféine vient comme accélérer un peu plus l'accessibilité aux kétones dans ton corps. Fait que ça fait quand même un. Puis de la caféine qui crée toujours un petit éveil mental. Tantôt, quand je suis arrivé, là, avant qu'on commence à enregistrer, Hey, les yeux dans le même j'avais les yeux collés. On a commencé à parler. J'étais comme plus zen. Continué à boire mon kétone, puis je le sens là, dans ma drive. Mais ça, tu sais, je veux dire, lui, il a juste accéléré le processus. Okay. Probablement que si j'en bois pas ce matin, on fait juste tourner des podcasts, puis je vais avoir le même. Ça va arriver en même temps parce que je vais en avoir des kétones en circulation à cause que j'ai pas mangé, puis je suis en face ce matin. Je suis en jeûne. Donc, c'est juste que ça l'accélère le tout. Puis, justement, c'est pas le contraire. C'est même plus, je dirais que c'est amplifié. Selon ce que je connais, selon comment que je le fais, c'est amplifier le fait que tu prends les kétones exogènes, tu as des kétones en circulation, tu continues en fasting qui ne brise pas ton jeûne officiellement. Au contraire. Fait que là, dans le fond, tu fais juste en avoir plus. Fait que tu potentialises ton jeûne, dans le fond, avec. Moi, c'est vraiment la façon que. Mais d'un point de vue mental, tu rends l'exercice un petit peu plus facile. Ben, tu sais, il est comme réconfortant, il était bon au goût. Oui. Aussi, tu prends de quoi? Tu prends pas juste de l'eau. Non, je comprends. Il est bon au goût, il est réconfortant, mais il est pas. Il est réconfortant, mais il garde ma faim. Là. On va dire faim de vouloir accomplir de quoi. Mais au final, de ce que je comprends également, c'est que ça rend l'expérience plus agréable. Donc, tu peux utiliser les bénéfices du fasting plus souvent. Tu vas rester constant. Parce que moi, de ce que je me rends compte, c'est qu'après une couple de jours, là, que je l'ai fait le jeûne intermittent, que je l'ai poussé, ben, j'ai hâte que la fin de semaine arrive puis que je puisse manger quand je veux. Là. Mais c'est sûr que plus tu le fais, plus tu es tolérant à le faire. Mais pour les gens, parce qu'on a plein de types de clientèle, mais il y a du monde que je leur suggère de faire ça. Exemple, qui sont sur des plateaux de perte de gras ou qui ont des dommages métaboliques qui veulent réparer, puis on sait les principes, comme tu expliquais, au niveau de l'autophagie, puis la régulation de, même à la limite, des hormones, de la thyroïde, de cortisol. Absolument. Fait que les gens qui ont des débalancements hormonaux. C'est la plus vieille médecine qui existe. C'est ça, exactement. C'est la plus vieille médecine qui existe. Puis même qu'on va aller plus loin, un loup qui est blessé, il va aller s'éloigner en forêt, puis il va se mettre comme dans une taverne ou peu importe, puis il va faster pour s'auto-guérir. En lecture, on a vu que le loup faisait ça. L'être humain, on a toujours fasté. Tu sais, quand tu es blessé à la guerre, oui, tu es traité dans tes blessures, mais tu ne manges pas pendant des jours là, pour bien récupérer. C'est un processus qui est naturel, comme je disais, qui est la plus vieille médecine du monde. Donc, à ce moment-là, pour quelqu'un qui dit « Moi, Yann, je me lève le matin, il faut que je déjeune. » Je ne suis pas capable de ne pas déjeuner. Pour un paquet de principes, j'aime ça, manger mon repas, peu importe c'est quoi. Puis si je pars ma journée, exemple au travail, quoi que ce soit, le ventre vide, je ne serais pas capable de fonctionner. Donc, la méthode pour toi, ça serait idéalement de commencer ce matin-là avec des kétones exogènes. Et après ça, de pousser la période de prise alimentaire le plus loin possible de ce qu'on est capable de faire, puis d'évoluer dans le temps en augmentant cette période-là le plus possible. Absolument. OK. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça se peut qu'il pourrait prendre aussi un peu de... Il pourrait mettre du sel dans son eau, ça ne briserait pas son jeûne. Parce que dans le fond, quand tu es en fasting, tu flushes très rapidement ton sodium. Tu le perds dans ta sudation, dans ton urine, comme j'expliquais. Fait que ça peut même faciliter, parce que souvent, quand les gens commencent à faire des jeûnes,
Il y en a qui vont ressentir un petit mot de tête. C'est juste qu'ils ne sont pas encore efficaces à switcher de source d'énergie. Mais c'est sûr que s'ils l'ont fait avec les ketones, ben là, on vient comme de faciliter le tout. Mais des fois, ça peut arriver que même si on a pris les ketones, je vais dire, rajoute un peu d'électrolyte ou rajoute du sel, du sodium dans ton kétone ou dans ton eau, tu viens de faciliter encore plus ce processus-là parce que souvent, c'est un petit mal de tête. C'est juste un manque de sodium au niveau du cerveau parce que tu l'as comme flashé plus. Tu flushes l'inflammation, tu perds un peu plus d'inflammation quand tu es en jeûne. Fait que tu perds dans cette inflammation-là, tu perds de l'eau, tu perds du sodium. Fait que tu vas juste refaire un peu ces réserves-là qui ne briseront pas ton jeûne, ou bien au contraire, qui vont même le faciliter puis tu vas te sentir mieux. Oui, parce que de toute façon, tu consommes pas de nourriture. Fait que normalement, tu n'as pas d'entrée de sodium en surplus comparativement à d'habitude où ce que tu mangerais quelque chose, puis là, tu aurais du sodium. Fait que tu ne rembourses pas ce que tu perds au final. Fait que même si, exemple, le jeûne peut stimuler la perte de sodium, juste le fait que tu ne manges pas et que tu n'en consommes pas fait en sorte que celui qui t'a à l'intérieur de toi, ben, tu vas t'en débarrasser. OK, je comprends. Si on jump maintenant, là, on laisse le côté plus alimentaire. Y a-tu un truc de biohacking que tu as utilisé récemment ou dans les derniers mois que tu dirais ça, après, mettons, le côté alimentation pour le biohacking, ça, c'est la deuxième chose que je vais ajouter le plus rapidement possible avec un client ou avec un athlète? Ça dépend c'est quoi l'objectif du client. Moi, personnellement, je n'ai parlé un peu tantôt, c'est les expositions froides. OK. À la maison, j'ai un sauna infrarouge, j'ai la Red Light Therapy, j'ai cold tub, ben là, c'est cold tub, douche froide, whatever. La douche froide, c'est le premier step. Même que si on va plus loin que l'objectif pourrait être une perte de poids chez quelqu'un, mettons qu'on a un athlète un peu plus gras ou qui arrive après sa saison et qu'il faut qu'il perde un peu de graisse avant de recommencer l'entraînement. Même les expositions froides stimulent la perte de gras. Tu viens stimuler ton brown fat tissue, que lui va t'aider à perdre le white fat tissue. Je le dis en anglais parce que je ne sais pas en français. La graisse brune, la graisse blanche. Prends-toi un peu de kétone, le gros. Je trouve que ça se dit moins bien. C'est pour ça que je trouve ça plus bas en anglais. Tu pratiques ton anglais pour les podcasts anglophones l'année prochaine. Puis, ça peut juste être, tu commences, tu prends ta douche normale, tu finis avec un 30 secondes au froid. C'est comme, tu fais ça pendant 10 jours. C'est comme mon step number one que j'intègre. Je trouve ça plus dur. C'est peut-être moi personnellement, mais je trouve ça plus dur de passer, exemple, surtout dans la douche, de chaud à froid. Mais c'est juste que tu vas prendre ta douche, rentrer dans le froid, souvent, quand tu n'es pas habitué, tu vas. Tu as probablement plus d'expérience que beaucoup. Quand tu n'es pas habitué, ça te tentera comme pas, tu veux pas y aller. Fait que tu prends ta douche normale, tu te laves. Puis tu finis avec un 30 secondes. Le 30 secondes, il n'est pas long. Là, et au 1, au 2, au 3, tu vas le trouver froid, mais ça dure juste 30 secondes. Éventuellement, tu veux prolonger. C'est quand même long, 30 secondes, quand c'est froid. 10 jours que tu fais ça. OK. Puis après ça, ben là, tu veux prolonger ton 30 secondes. Idéalement, si tu veux te rendre à du 2 puis du 3 minutes, ça serait super. Puis éventuellement, ben, tu veux rentrer juste dans le froid. Okay. C'est comme T'es-tu mieux de commencer, exemple, dans le froid puis finir avec du chaud, ou t'es mieux de commencer avec du chaud puis de finir avec du froid? La façon ultime, ce qu'ils ont découvert en recherche, c'est que tu commences par le froid. Dans le fond, c'est ultime. Là. Tu veux vraiment maximiser tous tes gains. Le cycle parfait, c'est froid, chaud, froid, chaud, froid. Tu fasses rien que ça dans la journée, finalement. Ultime. Moi, j'aime bien commencer par le chaud. Puis là, ton stress au froid est encore plus grand. Ouais. J'aime ça, moi aussi. Il est comme agressif, ton stress au froid. Puis idéalement, puis là, encore là, on est dans du biohacking, fait qu'on va parler des meilleures situations possibles. Si tu es capable de le faire dans un plunge, que tu es immergé complètement, c'est encore plus efficace. Si ton cou il est immergé dans l'eau froide, ça vient stimuler ton air vague. Qui est intéressant. Moi, de ce temps-ci, là, j'ai commandé un cold tub qui s'en vient au gym super. Mais là, je le fais dans la douche froide beaucoup récemment. Puis là, je m'expose le froid au niveau du cou à cause de cette partie-là que j'ai comme. Je me suis renseigné récemment sur le nerf vague, que c'est vraiment stimulé par l'eau froide, qui peut vraiment être efficace pour stimuler ton système parasympathique. Puis, quand tu mets ta tête et ton visage,
Parce que dans le fond, il faut comprendre que quand c'est au niveau de ta vascularisation, hein, quand tu en vas au froid, le sang va aller, ça va réduire ta vascularisation au Dans niveau les extrémités. des extrémités, Mhm. puis ton sang va se concentrer aux organes, qui est super important. Ouais. Mais là, c'est bon quand tu exposes le froid au niveau de ton tronc, mais l'organe qui est plus important au niveau du corps humain, c'est le cerveau. C'est lui qui dirige tout. Fait que c'est très agressif à aller comme mettre le froid au Ouais. niveau du cerveau. C'est un stress qui est un peu plus grand, mais quand on comprend qu'on veut stresser le corps pour être capable de faire face au plus gros stress de la vie. Fait que c'est ça qu'on appelle des stress hormétiques. C'est des petits stress ou des stress intermédiaires qui te permettent de faire face au gros stress. Dans le biohacking, fasting, cold plunge, c'est mes tops. Tu étais malade, tu as voulu une couple de semaines, tu avais une grippe, etc. Là, ça pourrait être super intéressant d'utiliser les saunas, les expositions au chaud. Tu as une plus grande détoxification qui se crée. Plus grande détoxification, ça sort de ton corps, de ta peau, tes toxines, etc. Fait que ça peut être super efficace aussi. OK. Je vais te challenger maintenant. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler un peu des blue zones à travers le monde, où il y a des gens qui vivent vraiment vieux. Ouais. Puis, là, je fais vraiment l'avocat du diable. Ah ouais. Là. Moi, j'adhère à ces principes-là. Sauf que, qu'est-ce qui était intéressant dans le documentaire que j'ai vu, c'est que c'est sur Netflix, d'ailleurs, tout le monde peut aller le voir. C'est le personnage qui se promène à travers le monde, il fait un peu la liste des éléments qui font en sorte que les gens vivent vieux, mais en bonne condition physique, un peu comme le biohacking, dans le fond. Et bon, il y avait souvent l'alimentation qui revenait, des activités physiques légères, mais constantes. Et donc, le résumé global d'à peu près partout où il allait dans le monde, il n'y avait jamais de trucs extrêmes. Ouais. Il n'y avait pas d'exposition au froid, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas d'éléments qui faisaient en sorte que le corps humain était mis dans des situations extrêmes. Et le constat final, c'est que les gens, il faut qu'il y ait une balance à peu près un peu dans tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments où il y a eu des situations extrêmes pour ces gens-là, mais c'était pas l'élément clé qui faisait en sorte qu'ils vivaient vieux et avec une qualité, si tu veux. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, j'ai vu le documentaire. Je sais pas, j'ai un peu... je me fais mon avocat aussi. J'ai un peu de difficulté avec les documentaires provenant de Netflix. Je me dis toujours... Il y a un biais. Ben, tu sais, c'est quoi qu'ils veulent te... C'est quoi qu'ils veulent te vendre un peu? Parce que un documentaire, c'est un peu toujours sponsorisé, là, d'une certaine façon. Personnellement, je trouvais ça pas tant concluant. Puis les gens qui nous montrent, qui sont rendus vieux, 100, 105, 110, whatever, c'est sûr que c'est quand même surprenant parce que même s'ils sont rendus vieux, ils n'ont pas l'air tant top shape, mais qui sont quand même bien. Là, je veux dire, il y avait l'air d'avoir des fois un petit surplus de poids. Ce que j'avais vu, c'était surtout le côté relationnel. Ouais. Que là, je me dis, bon, ça, la communauté alentour. Je trouvais que ça avait un bon lien. Je me dis, bon, est-ce que relationnel, communauté, alentour, famille, aide à tout ça, sûrement? Parce que si tu es heureux, je pense que d'être heureux, d'avoir de la joie dans ta vie, va te permettre de vivre jeune plus longtemps, là, assurément. Je ne sais pas si on pourrait pousser plus loin dans une couple d'années parce que le biohacking. C'est quand même assez. Mettons, on dit 20 ans. On dit 20 ans là, à peu près que ça a officiellement commencé. Je ne sais pas si on pourrait regarder peut-être plus justement dans 40, 50 ans, voir ce monde-là qui ont intégré certaines choses de biohacking. Puis en plus, ils ont le côté spirituel, émotionnel qui vient corréler avec tout ça. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait peut-être d'autres data. Là. Ben, tu vois, je pense pas mal qu'on a la même opinion là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le documentaire, j'étais surpris souvent de ce qui ressortait. Après ça, bon, ils n'ont pas fait des études là, très poussées sur, exemple, le comportement de chaque individu durant toute sa vie puis faire des comparatifs. C'était plus de prendre des datas sur les gens d'une région, de regarder voir c'est quoi leur style de vie. C'était plus anecdotique à la limite. Ah ouais. Donc, le côté scientifique était là, mais c'était pas marqué. C'était plus vraiment une récolte d'informations. Ouais. Donc, après ça, c'est quand même intéressant de regarder, voir qu'est-ce que ces gens le font. Mais là où ce que je te rejoins, c'était que les marqueurs principaux qui font en sorte que tu vas vivre vieux et avec une qualité de vie vraiment la meilleure qualité de vie possible, c'était justement le positivisme en premier.
Donc, de voir la vie de façon positive. Je m'attendais à voir la qualité alimentaire que tu allais avoir, le degré d'activité physique, parce que c'est ce qu'on se fait répéter depuis des années. C'est ce qu'on étudie, toi puis moi, puis c'est là-dessus qu'on martèle. Mais après ça, si tu fais tout le côté alimentaire, si tu t'entraînes comme un malade, puis tu es constant durant toute ta vie, mais que tu n'as pas une attitude positive, tu n'auras pas le même effet sur ta vie. Fait que ça, c'est intéressant. Après ça, la communauté, c'était le deuxième. La communauté autour de toi. Fait que les gens, exemple, dans ces villages-là, ben, c'est souvent des petits villages, tout le monde se connaît, puis ils se réunissent après la journée de travail, puis ça prend un petit verre, puis ça joue des jeux, ça rit, puis ça a du fun. Puis ils ont le sentiment, justement, d'appartenir à un groupe. C'est ce qui est le plus important pour l'être humain. Et ça a été démontré. Donc, tu avais ça et tu avais le troisième, d'avoir un objectif dans la vie. Fait que même les gens à 90, à 105 ans, à 115 dans certains cas, se levaient le matin et avaient un objectif. Je m'occupe de mes poules, il faut que j'aille faire du jardinage. Fait qu'en même temps, ton objectif sont actifs, mais pas des activités physiques comme faire des squats lourds au gym. C'était une activité physique très, très relaxe, mais constant. C'était les trois éléments marquants qui faisaient en sorte que tu vas avoir la longévité et tu vas avoir la qualité de vie. Moi, ça m'a un peu choqué positivement. J'étais comme, OK, c'est super intéressant. Maintenant, ces gens-là sont pas au courant, comme toi puis moi, de comment le corps humain fonctionne. C'est des choses qu'ils ont appris de façon culturelle sur l'île qui sont, c'est de même que ça fonctionne, puis ils font ça de façon... Tu sais, c'est naturel au bout. Ajoute le biohacking là-dedans, probablement que les postures que j'ai vues des gens qui étaient là, puis les problèmes orthopédiques qu'ils avaient à 100 ans, mais qui continuent d'être capables d'être fonctionnels pareil, on les rend plus efficaces. Est-ce que faire des cold plunge, on rend tous leurs petits bobos mieux à ce moment-là? Est-ce que l'alimentation, les gens qui mangent, exemple, juste des grains, puis qui ont développé certaines problématiques insuliniques sur 100 ans, est-ce que ça serait pas mieux s'ils avaient intégré d'autres types, par exemple des kétones exogènes, des trucs comme ça? On le sait pas pour le moment. Mais je pense que l'arrivée du biohacking va pouvoir confirmer des choses comme ça. Puis il y a un gars comme Dave Asprey qui dit qu'il va vivre jusqu'à 100 quelques années. C'est drôle parce qu'ils ont eu un petit débat sur les réseaux, Dr. Attia puis Dave Asprey. C'est que Dr. Attia, il est vraiment science-based, science au maximum. Puis il avait dit, j'ai rien contre ceux qui vont vivre jusqu'à 150 ou 180. C'est juste qu'on n'a aucun data sur ça. Fait qu'il dit, je suis comme moins ouvert, je suis moins apte à aller vers là. Ça veut dire qu'on connaît pas personne qui a vécu jusqu'à cet âge-là. Lui, dans le fond, c'est pour ça que lui, il parle souvent de vivre jusqu'à 105. C'est ça plus qu'il y a comme data. Puis en réalité, c'est que si tu vis bien, c'est peut-être juste la dernière année de ta vie que ça va être difficile. Puis là, boum, tu vas mourir comme normalement de vieillissement. Puis mais tout le reste de ta vie, tu vas avoir une qualité de vie. Tandis que là, Dave Asprey a comme répondu à ça. On pensait que voler, c'était impossible. Genre, il a juste répondu, on pensait que voler à telle époque, c'était impossible. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de technologies accessibles. Présentement, il y a des technologies qui sont là, mais ce n'est pas accessible monétairement pour beaucoup de personnes. Dont du Stem Cells, qui va être beaucoup plus accessible, puis que ça, monétairement, il dit que dans 10 ans, ça va être beaucoup plus accessible, que là, tu viens de régénérer, whatever, ton corps, tes cellules en une injection de Stem Cells. Puis là, ça va un peu plus loin dans ce qu'il explique. Fait que moi aussi, je serais porté à dire, avec qu'est-ce qu'on a, c'est sûr que là, on a de plus en plus de stresseurs de l'autre côté. Wi-Fi, champ électromagnétique. La vie en général. La vie sociale là, est plus stressante. Mais si tu prends déjà conscience de tout ça, rendu, tu commences à 30 ans, imagine, tu es déjà en train de faire attention des choses que c'est pour le vieillissement dans plusieurs dizaines d'années. Tu es déjà en train de faire des trucs, des hacks pour pirater ton corps, que ce soit plus performant. Tu dors bien. Moi aussi, je serais porté à croire qu'on peut dépasser les 120 ans, comme que c'est pas mal 120 le maximum qu'on a là, répertorié. Je pense qu'on est capable de faire ça avec une qualité de vie. Comme je dis, ça ne sert à rien de vivre jusqu'à 120 si tu n'as pas de qualité de vie. Un CHSLD dans le temps de Montréal le but, c'est pendant 40 ans. Tu sois encore capable de jouer au golf. Là, exact. Que tu t'amènes quelque chose à la société finalement. Puis que
peut-être. Qu'on soit capable qu'on soit assez fort pour jouer aux poches. Là. Ouais, ça. On va s'arranger pour te faire run, là, surtout sachant que tu es l'expert de la poche. Fait que je pense que ça serait. C'est quelque chose qu'on peut envisager de vouloir vivre jeune plus longtemps avec les outils qu'on a. Puis il y a de plus en plus de technologie qui s'en va vers là. Comme tu as dit, on fait de la posturo avec quelqu'un. Son plan sagittal, il est optimal. Il n'y a pas un centre de masse vers l'avant. Il vient de gagner en équilibre. Il vient de gagner en équilibre. Moins de risque de chute. Exactement. Qui est le premier facteur chez les personnes âgées. Fracture de hanche. Oui, puis après ça, là, ils diminuent leur activité physique. Puis là, c'est la catastrophe. Là, le facteur métabolique qui arrive. Exact. Puis, fait que, c'est des petites choses que moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir faire mieux. Mais par contre, il ne faut pas juste être quelques individus qui appliquent. Plus qu'il va y avoir des gens qui s'en vont dans. On va avoir plus de data. Ouais. Ça sera plus juste anecdotique. Puis là, on va avoir des faits vécus. On va avoir des gens, dans le fond, qui vont se rendre là. Absolument. Hey, c'est cool, ça, Yann. On fait ça. Ouais. Biohacking 2.0. Ah ouais, on parlera plus technologie. On peut aller plus loin. Comme là, c'était cool parce qu'on a parlé de deux choses qui sont quand même intéressantes. Qui sont pas mal la fondation, je pense. T'es allé dans le jeûne. On est allé parler un peu de cold top, de cold plunge. On peut aller même plus loin si on veut là-dedans. Mais c'est juste de mettre des bases en réalité, là, que les gens comprennent qu'il y a des choses accessibles. Puis si on a influencé, je donne un exemple, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes à peut-être intégrer un jeûne ici et là, ben, il vient de s'améliorer, c'est sûr. Fait que c'est ça le but. Cool, man. Yeah.